Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Avec tout ce vert encore, les altcoins sont en train de pousser, BTC est en train de consolider et surtout on a fait la clôture qu'il fallait faire, la clôture daily. On va montrer l'impact que ça va avoir. Maintenant on va jouer le weekly. Clairement, si on a aussi la clôture weekly, ce sera un signe très fort pour la suite au niveau de BTC. Et ça se voit aussi au niveau des institutionnels, on va revenir dessus dans quelques instants. Mais avant, n'oubliez pas, gardez bien votre mardi 27 mai à 20 h. Notez-le, gardez-le, inscrivez-vous pour la masterclass DeFi. Vous allez voir, ça va être très important. On va voir ensemble concrètement qu'est-ce que la DeFi, surtout quelles sont les opportunités dans la finance décentralisée, pourquoi tout le monde est en train de se ruer sur les stablecoins en ce moment, et comment nous, on peut en tirer parti. C'est mardi 27 mai à 20 h. Inscrivez-vous, c'est en commentaire en description et c'est gratuit. Et ce ne sera pas ouvert à tout le monde, uniquement aux personnes inscrites. Donc, c'est en commentaire en description. On avance avec Cestus qui s'est fait hack. C'est un échange décentralisé qui apportait le plus de liquidité à Sui. Et oui, c'est sur la blockchain Sui. Et on a eu un hack de 200 millions de dollars. On parle de 190, 200, 210, 220. Bon, il n'y a pas encore les chiffres exacts, mais dans tous les cas, il y a eu un gros hack qui a fait du mal à l'écosystème Sui parce qu'il y a eu un dump, donc une chute massive de Sui, de Cestus et de beaucoup d'autres cryptos qui sont dans l'écosystème. Mais quand on regarde ce qui s'est passé par la suite, on a eu une majorité des fonds qui ont été récupérés par les validateurs, en tout cas frosés, donc c'est-à-dire bloqués par les validateurs de Sui. Et oui, donc en l'occurrence, on a une grosse partie des 220 millions de dollars ici sur cet article-là qui ont été bloqués, 162. On attend de voir ce qui va se passer. Alors là-dessus, ça pose deux questions. Un, c'est positif pour le hack. En effet, on a récupéré une grosse partie des fonds, mais par contre, on se pose la question de la décentralisation, notamment sur Sui, si on a la capacité de pouvoir figer ici un certain nombre de fonds. Alors du coup, c'est positif là, parce qu'en effet, c'est un hack, c'est un vol, c'est important de le faire. Mais à quel moment ça peut dériver sur quelque chose que l'on ne souhaite pas que ça se fasse, que ça reste quand même décentralisé? C'est la grande question. Et on se pose aussi des questions sur Sui, du coup, avec l'action qui a été effectuée. C'est positif pour la récupération des fonds, pas forcément pour la décentralisation de Sui. Après, est-ce qu'on peut considérer que Sui est une blockchain décentralisée? Est-ce que c'est la valeur qu'il apporte? Je ne suis pas sûr, le projet en lui-même reste toujours très très solide, n'est pas du tout affecté par le hack. Cestus va certainement se remettre très bien avec la récupération des fonds. Maintenant, on va voir les communications. Et ce qui va se passer par la suite, je pense que ça va prendre peut-être un petit peu de temps, une dizaine de jours, peut-être un mois. Voilà, comme d'habitude, ça prend toujours un petit peu de temps pour pouvoir prendre les bonnes décisions et récupérer surtout les fonds. Et côté finance traditionnelle, là-dessus, on se jette sur les stablecoins. On commence à avoir les grosses banques qui veulent se joindre pour créer ici un stablecoin très fort pour concurrencer qui, bien compris, Circle et Tether. Donc clairement les USA et les banques américaines veulent se lancer dans le stablecoin dollar, ce qui est en même temps plutôt logique, pour apporter une force au dollar, et surtout, ils ont compris que c'était une imprimante à billets. Oui, si vous avez loupé justement les chiffres de Tether, c'est simple, ils impriment 13 milliards de dollars de bénéfices à l'année, alors qu'ils sont à peine une soixantaine dans la société. Alors, non, ils sont un petit peu plus, mais ça n'empêche qu'on a quand même ici vraiment un business model qui doit passer à un moment donné par les banques américaines. Quand on comprend comment fonctionne le business model US, plutôt logique pour la suite. On a aussi beaucoup d'injections monétaires au niveau des ETF. Bitcoin, ici 934 millions de dollars hier. Encore, on voit qu'on a une accélération qui continue à monter. On voit qu'on est sur une représentation de 5,87% de la supply au niveau des ETF. Ça veut dire qu'on détient, les ETF spot Bitcoin détiennent ici 5,87% du nombre de Bitcoin disponibles. Très important de le comprendre. Surtout quand on a ici notre ami stratégie, MicroStrategy, Michael Saylor, qui veut lever encore 2,1 milliards de dollars pour pouvoir acheter du BTC. Alors, pour aller encore plus loin dans mon explication et bien comprendre pourquoi ici c'est encore différent, il va faire un STRF, Perpetuals. Globalement, ça veut dire qu'il va lever de la dette, à peu près à 10%, sans obligation de rembourser et sans aucune garantie de capital pour ceux qui prêtent ça à Stratégie. Ça veut dire que globalement, vous prêtez de l'argent à Stratégie, vous récupérez 10% assuré, et à côté, vous n'avez aucune obligation de récupérer votre argent, et vous ne pouvez pas vous dire,
ah, dans 2 ans, je récupère des actions. Non, que dalle, là c'est rien, vous prêtez juste votre argent, et ils vont se servir de ça pour acheter du BTC, à savoir que la stratégie de Michael Saylor, c'est d'utiliser le BTC pour tout simplement dépasser les rendements obligataires, les rendements ici d'emprunt qu'il peut avoir, pour créer une forme de boucle à levier. C'est quelque chose qui est important pour BTC, parce qu'il y a une phase de risque, oui, mais surtout, ça veut dire qu'on a de l'injection de liquidité continuelle, hein. Je rappellerai juste que sur MicroStrategy, on va bientôt arriver à 600 000 BTC achetés, hein. On n'y est pas encore tout de suite, mais on en est vraiment pas loin. En tout cas, quand on regarde l'accélération des achats qui sont effectués par Michael Saylor. Bon, quand on regarde un petit peu les graphiques sur le Nasdaq, donc c'est-à-dire sur la TQS et même de bas sur l'économie américaine, on voit que on a une forme de consolidation, on a une petite respiration hier positive après justement cette bougie plutôt agressive de mercredi qui est liée principalement aux chiffres positifs que l'on a eu hier avec les PMI manufacturiers, les PMI services qui sont revenus positifs. Ce sont des indicateurs qui sont très importants pour l'économie américaine, surtout le PMI service. Et là, on voit que on recommence en futur, donc alors que le marché américain n'est pas ouvert, à être en négatif. On va retester encore les 21 000, 21 000 niveaux support très importants qui doit tenir. Si jamais il les casse, très simple, on retourne aux 20 000 et on retourne sur globalement ici et ici avec une zone de consolidation et on va retester cette partie-là. On verra après si ça tient ou pas. À savoir qu'on a eu quand même pas mal de soucis. Je vous rappelle que dans la vidéo d'hier, je vous ai expliqué pourquoi on avait un problème obligataire. Je vais traiter ça dans la vidéo de demain. Et on est sur une clôture weekly, très important. Donc clôture de la semaine. Semaine du coup de consolidation. On avait expliqué justement ces phases d'accélération très fortes qui arrivaient généralement sur une phase de consolidation. Le vendredi, on est censé avoir beaucoup plus de mouvements. Une volatilité beaucoup plus forte, surtout qu'on se dirige doucement vers la fin du mois de mai. On sait très bien ce que ça veut dire. On a généralement une dynamique qui est sell in May and go away, donc ça veut dire justement avoir des ventes qui sont effectuées, donc on se dirige vers la fin du mois de mai, une augmentation des ventes, donc une pression baissière après une accélération aussi forte au niveau du Nasdaq et du S&P 500, c'est plutôt classique. Maintenant, il va falloir voir comment va se comporter ici BTC. Si on regarde la semaine ici du Nasdaq et qu'on compare avec la semaine du BTC, j'aimerais vous dire c'est plutôt positif, ça veut dire qu'on est totalement inversé, et là où BTC a fait une explosion, hop, tac, ici de 4%, nous avons un Nasdaq qui lui a consolidé quasiment de 4%. Donc on commence à avoir une divergence, et c'est quelque chose que l'on avait déjà vu, où on avait un Nasdaq qui avait du mal, un BTC qui reprenait une surperformance à ce moment-là, et lorsque le Nasdaq poussait, le BTC végétait. C'est intéressant de voir que cette dynamique elle est en train de se renforcer, et je pense que BTC arrive à tenir, arrive à pousser fort, parce qu'on a des injections de liquidités, parce qu'on a un intérêt qui est en train de monter autour de la blockchain et de la crypto, et forcément au niveau de BTC, mais aussi parce qu'on a de l'injection de liquidité au niveau des ETF. Ça, ce sont des achats réels. Vous avez montré déjà à la base qu'il n'y avait pas de futur, pas forcément une augmentation grosse des futurs des institutionnels, donc ça sous-entend que là on n'a pas vraiment de cash and carry, on a vraiment des achats qui sont effectués au niveau de BTC, et donc c'est ce qui fait qu'on est capable de pouvoir pousser, de consolider au niveau des 110 000 $. Donc là, le point le plus important, ça va être la clôture daily qu'on a eu hier sur le CME, ou même sur le Total Index si vous voulez, cette bougie-là, on a clôturé au-dessus des tops, on a clôturé au-dessus des 110 000, c'est la première fois après une tentative, deux tentatives, et la séquence que l'on a au niveau de BTC est totalement différente, et ça c'est super important de le comprendre, c'est-à-dire que quand on regarde de très près ce qui est en train de se passer, hop, avec ce graphique-là, on voit que la séquence, elle est tout à fait différente, c'est-à-dire la structuration des bougies qui est en train d'avoir là, est totalement différente de ce qu'on a vu dans les différentes attaques d'ATH et donc de top au niveau de BTC. On voit que là, on a une structure plutôt de consolidation qui se rapproche de ce que l'on a connu là, ou de ce qu'on a connu ici. Donc, on a une pattern de consolidation liée à une accélération qui est quand même plutôt mitigée. J'aurais aimé qu'on ait une accélération plus forte. Donc il est probable d'avoir une respiration un petit peu plus forte, donc avoir quelque chose un peu comme ça avec un retest. On va reparler des différentes zones où jusqu'où on peut aller sur ce retest là, mais je pense que si on a toujours une dynamique d'achat forte et puissante, il est probable qu'on repousse très vite, très fort. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais avant, il faut comparer ce setup là avec ce que l'on a eu ici et ici. D'accord, vous voyez bien la différence, où là on a eu juste une accélération, une mèche.
on a été rejeté quasiment instantanément au bout de 4 heures. Beaucoup de volume baissier, beaucoup ici de volatilité baissière, avec un volume baissier qui était supérieur au volume haussier. Et on a ici, tout de suite, vous voyez un RSI qui était en train de baisser déjà depuis un certain temps, depuis la première accélération haussière. Pareil sur cette schématique-là, où on voit que le setup au niveau du RSI était un petit peu plus tardif, mais on a entamé déjà une baisse très forte. Pareil, juste une mèche ici, et ensuite on a été rejeté très violemment avec beaucoup de volatilité à la baisse et une augmentation des volumes baissiers. Là, on n'a pas du tout ce schéma-là, et c'est plutôt positif. Si on regarde et qu'on recompare, je vous invite à le faire sur le graphique aussi, vous allez vite voir que déjà on n'a pas la temporalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas un rejet massif avec un volume baissier très puissant. Le volume baissier a été une fois sur une seule unique barre, encore sur globalement celle-ci, mais on voit qu'on va continuer à pousser malgré ça, malgré une baisse du volume temporaire. On voit que le RSI est en train de chuter, en train de diminuer. Il va falloir voir si on va casser cette partie-là et surtout si on a aussi une consolidation au niveau du BTC sur le momentum, avec une chute du momentum peut-être en daily. Là, oui, on aura un retracement, mais là, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de signe, on est plutôt dans une dynamique qui est cohérente avec ce qu'on a connu déjà sur les différents paliers, qui sont des zones essentielles, et ce qui est en même temps normal. Les injections de fonds, c'est ce qui nous permet de pouvoir maintenir. Ces injections de fonds sont des injections spot, et ça, c'est encore une fois quelque chose qui change et qu'on aime voir par rapport, on a l'habitude de voir systématiquement. Alors, concernant les retracements, là-dessus, on a deux choses à prendre en considération. Premièrement, c'est qu'on a quand même un paquet de liquidités au-dessus. Donc, il est fort probable quand même que les retracements soient courts pour aller chercher assez vite, en fait, les 115 000 $ qui sont la target qu'on a fixée globalement, 114-115 000, qui est cohérente avec la liquidité qu'on a là, et avec des extensions de Fibonacci plutôt classiques. Dans les niveaux à aller retester, pour moi, on a les 105 000, 110 000, si jamais on fait un retracement profond. Bon, pas forcément ici mon scénario privilégié, mais il faut quand même le noter. Pourquoi 105 000 ? Déjà, on a beaucoup de liquidités, parce que là, on a le retravail qui a été effectué, qui est l'équivalent de ce retravail-là. On avait parlé justement de la pattern que l'on retrouvait ici et ici, qui était tout à fait identique. Globalement, on a quand même beaucoup de liquidités qui sont en attente sur cette résistance-là, 107 jusqu'à globalement 105 pour moi. Là, on a quand même beaucoup de monde, avec en plus une imbalance qui se trouve là. Plutôt cohérent, on pourrait aller chercher un petit peu plus bas au niveau des 104. Et sinon, il y a les 100 000 $. 100 000 $, on irait chercher le dessous ici, et qui est plutôt classique dans ce qu'on a l'habitude de voir dans un retracement puissant. Donc, généralement, un retracement vraiment pour prendre beaucoup d'élan pour pouvoir réaccélérer. La seule chose qu'il ne faut pas, c'est vraiment avoir une instantiation du cours en dessous globalement des 107-108. Hein. Là, si on commence à rester en dessous de ça, ça sous-entend que là, on a une réintégration du range, et ça veut dire qu'on risque d'aller chercher plus bas, les 90. Pour moi, c'est pas le scénario que je privilégie, comme je vous l'ai dit. On a trop d'éléments qui sont plutôt positifs et bullish, et on voit une dominance commence à chuter doucement et tendrement, donc ça veut dire aussi des alts qui sont en train de pousser, hein, ça se voit bien au niveau du Total Market 3. On retrouve justement plutôt en vert, beaucoup d'altcoins qui commencent doucement à pousser. Alors je sais, certains n'arrêtent pas de dire que ça ne bouge pas, mais la réalité c'est que quand on fait 10%, 15% tous les jours, à un moment donné, ça commence à bouger. Et c'est peut-être pas tous les alts, mais il y a quand même un paquet d'altcoins qui sont en train de pousser, ça c'est une réalité. Donc il faut accepter le fait qu'on ait un transfert de liquidité qui se fasse, et qu'on a fait par exemple là sur Ether, le 22 mai, ici, injection de 110 millions de $. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu ça sur l'ETF spot. Donc peut-être qu'on va avoir aussi l'injection sur les différents ETF. On sait qu'on a aussi un certain nombre d'ETF qui devraient arriver. Donc c'est à surveiller pour moi de très près. Deux choses à valider pour terminer cette vidéo. Premièrement, ça va être la clôture weekly donc de la semaine sur le CME qui se clôture ce soir. Si on clôture comme ça, c'est très positif. Si on clôture en dessous, c'est un peu moins sexy. Voilà. Clôture en dessous des syndicats, ça va être quand même beaucoup moins sexy. Et la deuxième clôture, elle va être ici sur le Total Index, hop, cette partie-là. Donc là, ce sera dimanche soir. Pareil, si on arrive à avoir des clôtures au-dessus de 110 000, ça va être très bullish sur le long terme. Donc c'est-à-dire des targets qui vont être beaucoup plus hautes sur Bitcoin majoritairement. Et ensuite, on verra bien le transfert de liquidité. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre ce qui est en train de se passer. Si c'est le cas, c'est simple, likez, partagez à qui ça peut aider. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.